On avait annoncé une journée colorée vers la question de la littérature, de l'art, et ça va être de la musique maintenant, puisque nous avons le grand plaisir de recevoir Laurent de Wild. Alors, est-ce qu'il faut vous le présenter en 30 secondes Carrière de jazzman phénoménale, tous ceux qui aiment cette musique le connaissent. Moi, c'est surtout un disque audacieux, Fly Superfly, qui m'avait marqué, je vous le recommande. Et puis, bien sûr, tout le monde connaît sa biographie de Monk, qui est devenue une référence majeure et traduite, je crois, dans plusieurs langues. Et on a la chance qu'il vienne ici nous parler justement du temps dans la musique, et en particulier quand on est jazzman, je crois que c'est une question centrale. Donc c'est à vous. Le temps dans la musique, c'est un sujet qui pourrait faire noircir plusieurs encyclopédies. J'ai choisi de vous parler dans le temps qui nous est imparti d'un paradoxe musical et esthétique et je dirais même philosophique, parce que la musique est en fait le champ de bataille de l'affrontement entre deux dimensions temporelles. Alors, il y a une dimension du temps qui est linéaire. C'est celui que notre conscience connaît, avec deux horizons, le passé et l'avenir, et le présent étant cette espèce d'onglet qui bouge sans arrêt d'un horizon à l'autre. Et ça, c'est une vision du temps linéaire qui construit pour nous du sens. Et puis, il y a une dimension verticale dans la musique qui est articulée autour de la répétition, 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 répétition. Le fait que je répète ce mot est censé vous mettre mal à l'aise. Pourquoi ? Eh bien parce que tout d'un coup, en me mettant en boucle, j'interromps la linéarité du temps et j'enferme le temps dans une boucle qui fait que le temps n'avance plus. Alors, le temps continue d'avancer, mais le sens de ce que je dis n'avance plus. C'est pour ça que si je me mets à répéter répétition, pour vous, auditeurs, c'est quelque chose qui frise l'absurde. Parce qu'effectivement, on quitte le sens et on rentre dans une sonorité qui tourne en boucle. La musique est en fait le terrain d'affrontement entre ces deux dimensions qui sont celles du temps, je dirais, horizontal qui est discursif et le temps vertical qui est le monde de la répétition. Et ce monde de la répétition est un monde qui est extrêmement mystérieux, dont nous avons personnellement besoin à chaque instant. Comment ça se passe en notation musicale ? Eh bien, le temps dans la notation musicale, telle que nous la pratiquons en Occident, eh bien, s'exprime sur la partition. Alors, ceux parmi vous qui ne sont pas musiciens connaissent malgré tout le principe de la portée avec 5 lignes, n'est-ce pas ? Et donc, on retrouve dans la notation musicale cette bidimensionnalité, c'est-à-dire une dimension verticale qui, cette fois-ci, va définir la hauteur de la note qui va être exécutée, et une dimension horizontale qui va définir la temporalité. Ainsi, une note sur une portée aura donc une place qui définira sa hauteur et une représentation symbolique qui va définir sa durée. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, la durée la plus longue qui est considérée comme valant 1, c'est la ronde. Et puis après ça, les durées se divisent par 2, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16, 32, 64.
Et on descend progressivement, donc de moitié en moitié, de la ronde à la blanche, de la blanche à la noire à la croche, de la croche à la double croche, à la triple croche, et ainsi de suite. Et donc, le principe de représentation du temps en musique sur une partition consiste en fait à exprimer les valeurs rythmiques qui sont symbolisées sur la partition et les enchaîner les unes après les autres. Alors, qu'est-ce qui me manque encore pour avoir une représentation du temps qui soit réellement plausible? Eh bien, il me manque un tempo, c'est-à-dire la vitesse de défilement de la musique qui est notée sur la portée. Et puis, ce qu'on trouve au tout début de la portée, c'est ce qu'on appelle la signature rythmique. Alors, qu'est-ce que c'est que la signature rythmique? Elle apparaît sous la forme d'une fraction, mais ce n'est pas une fraction, en fait. Ce sont deux chiffres qui sont reliés entre eux, mais qui n'ont pas de rapport mathématique l'un par rapport à l'autre. C'est beaucoup plus simple. Le chiffre du bas de la fraction représente l'unité de temps. Ainsi, je vous ai parlé à l'instant de 1, 2, 4, 8, 16, la ronde, la blanche, la noire, la croche. Eh bien, on va trouver dans la signature rythmique le chiffre du bas, on va retrouver la valeur 1, ça c'est la ronde, ou 2, c'est la blanche, ou 4, c'est la noire. Le 4, c'est le plus fréquent, 4 et 8 sont les plus fréquents, c'est-à-dire la noire et la croche, qui vont donc représenter l'unité de temps. Et le chiffre supérieur de la fraction va représenter le nombre d'unités qu'il y a dans la mesure. Alors c'est très intéressant cette notion de mesure parce que effectivement on peut se dire alors que nous bénéficions d'une fragmentation du temps en jours, en heures, en minutes, en secondes, en dixièmes de seconde, on peut fractionner le temps comme ça, on peut le mesurer de façon extrêmement précise. Pourquoi est-ce que la musique ne va pas utiliser les mêmes repères temporels que ceux qui ont accompagné l'humanité depuis sa naissance? Eh bien justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la musique crée un univers temporel selon ses règles à elle. Et ces règles, quelles sont-elles? Eh bien, qu'il va y avoir à l'intérieur d'une mesure une sorte de cellule élémentaire dont la répétition va constituer la vibration, je dirais, primordiale de la musique qui est exprimée. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on a besoin des barres de mesure? Parce qu'on pourrait très bien, tout simplement, lire la musique de façon linéaire. On a la hauteur des notes, on a leur valeur rythmique, donc leur durée. Donc il suffit tout simplement de lire ce qui est marqué. De même que quand on lit un livre, tourner une page n'est pas considéré comme un acte qui interrompt la lecture. Donc on ne va pas, à l'intérieur d'une phrase, mettre des barres pour interrompre le déroulement du sens. Pourtant, en musique, on le fait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'agit de marquer à l'intérieur d'une mesure la longueur de la répétition. Alors, la longueur et les subdivisions de la répétition. Ainsi, quand vous avez un tempo qui fait 4-4, par exemple, 4 sur 4, eh bien, on a une division comme ça. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Les subdivisions sont vraisemblablement 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc ça, c'est une mesure à 4-4. Il y a 4 noirs dans la mesure. Et ce sont ces 4 noirs qui vont représenter la version atomique du rythme qu'on va retrouver dans la musique. Pour vous donner une idée de l'importance de la subdivision, je peux avoir sur le même tempo
1, 2, 3, 4, une subdivision non pas en 2, mais en 3, c'est-à-dire 1 et 2 et 3 et 4, ça c'est une division par 2, et une division par 3, c'est 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Donc je reste toujours sur le même tempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on a 12 croches, 12 divisions du temps qui sont exprimées dans la signature rythmique et qui vont donner une durée en temps équivalente à celle du 4-4, 1 et 2 et 3 et 4, mais avec une subdivision différente qui induit je dirais, un état émotionnel rythmique qui est très différent. Là, j'utilise vraiment en musique occidentale, on n'est pas très très pointu sur les différentes divisions du temps. En musique indienne, par exemple, les 7, les 9, les 11, les 5 sont absolument partout dans la musique. Mais ici, en musique occidentale, on est plus tranquillement assis sur des mesures à 3 temps ou des mesures à 4 temps. Ce sont, je dirais, les deux atmosphères musicales qui sont les plus fréquentes. Alors, ceux parmi vous qui font de la musique le savent déjà, mais ceux qui n'en font pas auront parfois l'occasion, en regardant une partition, de voir à la place de la fraction 4-4 par exemple, de voir une sorte de C qui symbolise, qui est un équivalent symbolique de la mesure à 4-4, à 4 temps. Pourquoi un C? Ce n'est pas du tout une initiale, mais ce C est la moitié d'un rond. Et au Moyen-Âge, dans les balbutiements justement de la représentation de la musique sur du papier et de son inscription, on prenait les mesures à 3 temps comme des mesures de bien-être musical. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce que nous appelons une valse. Eh bien, cette division du temps par 3 est quelque chose de beaucoup plus hypnotique, beaucoup plus agréable, beaucoup plus circulaire qu'à l'époque, la mesure à 4 temps, qui semblait désespérément longue et finalement assez pointue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, opposé à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, la perfection circulaire du temps, et on y reviendra tout à l'heure, est représentée par un cercle. Et je dirais que la différence entre 3-4 et le 4-4, c'est un peu la différence entre le trot et le galop. Je ne sais pas ceux parmi vous qui font du cheval. Le trot, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tandis que le galop, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sauf que, en musique, le galop et le trot vont à la même allure, sauf que c'est l'expression à l'intérieur de la mesure qui est différente. Donc, j'aimerais prendre un petit moment de recul par rapport à ce que je viens de vous dire sur, justement, la mesure. Parce que la mesure, en musique, représente, en fait, l'unité atomique de la répétition et l'esprit de la répétition. Et l'histoire des sciences, surtout depuis le début du XXe siècle, avec Louis de Broglie, et puis a démontré que l'univers est vibratoire. L'univers est en vibration, même la matière inerte est vibratoire. Tout est fréquentiel, c'est-à-dire qu'il y a une longueur de vibration qui s'appelle une fréquence. Ce sont ou bien les fréquences des ondes lumineuses ou les fréquences des ondes sonores, mais tout l'univers étant ondulatoire, on peut comprendre que, en fait, la fréquence d'une onde
électromagnétique, par exemple, est absolument identique dans l'esprit à une barre de mesure. C'est-à-dire que c'est ce qui va définir la répétition. Alors vous me direz, la répétition qui se répète à l'infini, elle n'est pas évolutive. Et justement, c'est ça qui est intéressant dans le vivant, c'est que c'est une combinaison verticale de répétition et horizontale d'évolution dans la répétition. C'est-à-dire qu'il y a une fréquence qui est évolutive. Tous les sons ont des fréquences, et parce que les sons ne sont pas continus en hauteur, eh bien les fréquences varient, mais c'est la répétition de cette cellule initiale qui définit réellement la hauteur de la note. Par conséquent, on peut dire sans trop de difficulté que l'univers tout entier fait de la musique sans le savoir. Nous sommes tous en état de musicalité permanente, c'est-à-dire que nous sommes exposés à notre vie. La définition même de la vie, c'est la répétition, c'est la musique qui consiste à répéter un signal en l'altérant progressivement. C'est un secret pour personne que nous sommes baignés de rythmes. Alors il y a des rythmes qui sont très très longs, les 365 jours, un quart de la révolution de la Terre autour du Soleil, le rythme cardiaque, le rythme de la mère qui expulse l'enfant qui va naître. Il y a des rythmes extrêmement courts qui sont les fréquences lumineuses, par exemple. Il y a des rythmes qui sont extrêmement longs, qui nous échappent complètement, qui sont la révolution du cosmos autour de lui-même. Nous sommes absolument baignés de rythme. Le rythme, c'est la vie. La nature est musicale par essence parce qu'elle est une organisation incessante de l'évolution dans la répétition. Et c'est un mystère très étonnant que celui de la musique répétitive, parce que, vous me direz, est-ce que la musique est forcément répétitive ? Il y a de la musique discursive, c'est-à-dire qui ne se répète jamais et qui continue d'évoluer, mais c'est une musique que l'oreille et le cerveau humain ont du mal à appréhender. Et je dirais que 99,99% de la musique que l'on consomme, que l'on écoute et que l'on pratique est fondée sur ce principe de répétition rythmique. La répétition a ceci de merveilleux, qu'elle est effectivement articulée autour du principe circulaire. C'est-à-dire que la musique va avancer sous la forme d'un cercle. C'est d'ailleurs, quand on parle d'une musique, qui marche bien, on dit qu'elle tourne bien, quoi. C'est-à-dire que sa rotation, elle est égale. En musique africaine, on parle très souvent de la roue. Allez, on va faire une roue. Et c'est cette roue qui est en fait la définition justement de la dimension verticale, c'est-à-dire que la roue sera toujours la même, ce sera la répétition de la même forme, sauf qu'en roulant, elle avance. Et c'est un très grand mystère, je dirais, humain, que celui qui consiste à réveiller des roues qui peuvent nous mettre dans des états de transe temporelle. C'est-à-dire que dans tous les spectacles vivants, ou même dans la littérature, on lit un bouquin, on est tellement pris dans la temporalité du récit que on rate sa station de métro. Voilà, on est parti dans un autre temps. Mais ça, c'est, je dirais, le temps du songe, le temps de l'imagination, tandis que la musique, elle, avec ses mesures, avec ses nouvelles mesures, nous détourne du temps chronométrique, avec des secondes, des minutes, des heures, et peut nous emmener dans une autre dimension temporelle qui, elle, est verticale. Alors j'en profite pour dire que aujourd'hui, la musique
et la danse sont deux mondes quasiment séparés. C'est extrêmement regrettable, c'est un avènement assez récent dans l'histoire de l'humanité. Et jusque, je dirais, la Renaissance, la musique et la danse étaient les deux côtés de la même pièce. Pourquoi? Eh bien parce que la musique circulaire, selon le principe de répétition, introduit une transe qui peut s'exprimer par la danse, qui est donc suggérée par la musique et, je dirais, réalisée par la danse, et qui permet une communication directe avec des phénomènes inexplicables. Alors il y a les phénomènes de bien-être, une musique qui tourne bien, sur laquelle on a envie de danser, et bien tout d'un coup, on est happé par par une temporalité différente qui met une boucle à l'intérieur du temps qui est différente du temps chronométrique. Et puis, dans le cas des derviches tourneurs, de toutes les cérémonies rituelles dans toutes les civilisations du monde, eh bien, il y a ce moment de transe où la musique nous fait perdre littéralement conscience de nous-mêmes et où la répétition circulaire d'un motif rythmique induit une sorte d'élévation spirituelle qui nous rapproche de quelque chose d'indicible. Et chez les aborigènes, par exemple, il y a beaucoup de médecine qui se fait avec la voix, c'est-à-dire avec la fréquence, la répétition des ondes. Ils réparent les os cassés avec la voix. Les chamans, quand les initiés prennent du peyote ou des choses comme ça, le chaman, en fait, guide par sa voix et par l'utilisation de la répétition, eh bien tout simplement le chemin, je dirais, spirituel que celui qui a pris ces racines magiques peut expérimenter. Et d'ailleurs, quand il n'y a pas une voix, quand il n'y a pas une répétition, quand il n'y a pas un rythme pour guider la transe, eh ben, celle-ci dérive et peut devenir extrêmement dangereuse pour celui qui s'y adonne. Donc, le principe de la répétition, vous me direz, est exclusivement rythmique. Je dirais certes. Alors, ici en Occident, on divise la musique en mélodie, harmonie et rythme. Mais de penser que le rythme est une science à part de la mélodie et de l'harmonie est une très grave erreur, parce que la mélodie elle-même comprend du rythme. Quand je chante au clair de la lune, mon ami Pierrot, déjà, j'exprime du rythme. Parce que si je fais au clair de la lune, mon ami Pierrot, c'est pas la même chanson. Donc, toute mélodie est forcément accompagnée par une expression rythmique. Après ça, vous me direz, ah oui, mais il reste l'harmonie. L'harmonie, c'est la science des notes qui se combinent entre elles. Ça n'a absolument rien de rythmique. Si, bien sûr, parce que il y a une véritable harmonie du rythme, c'est-à-dire une science de la superposition des différents rythmes qui fait qu'ils sont agréables ensemble, de même que plusieurs notes jouées ensemble sont agréables ou non. La musique étant un art qui a beaucoup excité les scientifiques, parce que la propagation des ondes sonores et surtout l'invention du piano, du clavier, a posé des problèmes très très compliqués en matière de fréquence et je dirais, c'est ce qu'on appelle le tempérament, c'est-à-dire à quelle fréquence attribuer chaque note d'un clavier, puisque tous les autres instruments sont accordés par celui qui le joue. Le violoniste accorde son violon, le trompettiste accorde sa trompette, mais le pianiste, il n'accorde pas son piano. C'est un accordeur qui vient l'accorder, et donc ce sont des valeurs qui sont déterminées a priori.
et des papes se sont fendus de bulles, définitives. Tous les grands savants, Newton, Galilée, Descartes, ont eu un avis sur la façon dont il fallait accorder un clavier. C'est la question du tempérament. Et donc la musique a toujours excité beaucoup les scientifiques. Et le plus étonnant, c'est que on peut analyser, n'est-ce pas, la combinaison des fréquences jusqu'à l'infini sans rendre complètement compte, eh bien, du grand mystère de la roue qui tourne, de la roue de la vie qui tourne et de la vie qui est dans la musique sous forme de répétition. Alors, comment elle s'organise, cette répétition ? C'est là que la présence de ce piano est intéressante. Je parlais tout à l'heure de musique africaine. La roue rythmique est toujours incomplète si elle est exécutée juste par un musicien. Il en faut au moins deux pour exprimer quelque chose de rythmique. Alors malheureusement, aujourd'hui, je suis tout seul, mais j'ai deux mains, ce qui est pas mal. Ça peut presque donner l'illusion qu'il y a deux personnes. Alors ainsi, tiens, j'ai vu qu'il n'y a pas de siège pour le piano. Je vais faire comme dans la chanson, je vais jouer du piano debout. Donc on va prendre. Quand je joue cette phrase, on entend une pulsation qui est un petit peu suggérée, mais enfin, le motif reste assez abstrait. Alors, je vais sortir mon métronome. Donc c'est l'imbrication de ces deux figures rythmiques, et puis qui va définir cette idée de roue. Et je dois dire que en tant que musicien, de jazz en particulier, où l'improvisation a énormément de place dans notre musique, eh bien, la capacité qu'ont plusieurs individus de s'imbriquer les uns dans les autres, chacun formant une partie de la roue, pour que l'ensemble tourne de façon harmonieuse, est un des sentiments les plus exaltants qui puissent exister. En jazz, on parle souvent de la section rythmique. La section rythmique, c'est au départ la contrebasse et la batterie qui, à deux, fabriquent cette roue et deviennent des faiseurs de temps. Parce qu'il y a l'expression qui dit « battre la mesure », ça c'est le chef d'orchestre qui bat la mesure. Battre la mesure, en fait, c'est faire office de métronome. Par contre, faire le temps, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce que, comme toutes les roues qu'on fabrique à la main, parfois elles sont un petit peu ovales, et c'est bien qu'elles soient ovales, mais pas trop. Et quand elles le sont trop, la roue ne tourne plus et la musique ne se passe pas. Et on l'entend tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant dans la musique, c'est qu'à plusieurs, on se complète et on se branche tous ensemble sur un rythme qui
donne l'impression, non pas qu'on est en train de l'inventer, mais qu'on est en train juste de le redécouvrir, ou autrement dit, comme quand on met les mains dans la prise et qu'on se retrouve branché sur quelque chose qui existe déjà. Je suis persuadé que tous les rythmes qu'on peut entendre dans la musique préexistent à l'homme, et que l'expression rythmique que procure la musique est en fait juste l'avènement ou l'acte de rendre audible, de rendre sensible ces rythmes qui existent autour de nous. Et je me rappelle dans une interview que j'avais faite de Herbie Hancock il y a une bonne vingtaine d'années, il me racontait un souvenir d'un concert qu'il avait donné avec un sextet de musique électrique, où ils étaient tellement bien imbriqués les uns dans les autres, ils étaient tellement tombés dans la musique que, eh bien, il avait totalement perdu conscience de lui-même. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que chaque membre de l'orchestre était comme le tentacule d'un poulpe, qui étaient tous reliés à un cerveau central, même si le poulpe, n'est-ce pas, a des petits cerveaux dans chacun de ses tentacules, ce qui rend d'ailleurs, à mon avis, l'image encore plus pertinente. Mais il y avait au-dessus du groupe cette espèce de cerveau senti par tout le monde et qui leur donnait l'impression que ce n'était pas eux qui jouaient la musique, mais c'était la musique qui les jouait eux. Et ça, c'est à travers l'expression rythmique, le principe de répétition, qu'on peut atteindre cet état-là. Et je peux vous dire qu'à titre personnel, c'est la raison principale pour laquelle je fais ce métier, c'est parce qu'il arrive un moment où effectivement, on n'a plus conscience de ce qu'on fait, quand les choses se passent comme elles doivent se passer, on n'a plus conscience de ce qu'on fait, et c'est la musique qui c'est le rythme, c'est la roue, c'est tout simplement la tournerie qui nous indique l'endroit où il faut aller. Et il suffit de très peu de choses, de juste une inflexion d'un musicien ou de moi-même pour faire pencher la voiture dans un sens ou dans un autre. Mais se raccorder à la circularité de l'univers est une sensation qui est absolument exaltante. Et le plus drôle, c'est que à l'intérieur même de l'expression musicale, eh bien, il y a une science du court et du long, justement, pour l'expression rythmique. Pour reprendre le petit motif que j'utilisais tout à l'heure, voilà. Je ne sais pas si vous entendez le métronome. Voilà. Je peux jouer des notes uniquement courtes. Ou je peux jouer des notes uniquement longues. Tout de suite, on a effectivement des atmosphères très différentes. Et je peux faire, par exemple, court, long. Ou je peux faire long, court. 2, 3, 4. Voilà. Et la maîtrise de l'expression court-long est ce qui fait la différence entre un bon musicien qui sait jouer le court et le long et un mauvais musicien qui est juste lourd et con. C'est ce que je dis à mes étudiants. C'est quelque chose à réfléchir. Et puisque je vois que je suis arrivé à la fin de cette causerie, je vous propose de vous jouer un petit morceau
qui s'appelle The Present, justement. Il est question de temps. C'est un morceau que j'ai écrit en compagnie de Dana Bryant, qui a écrit des paroles dessus. Les paroles, c'était « Yesterday is history »,« Hier, c'est de l'histoire »,« Tomorrow is a mystery »,« Demain, c'est un mystère »,« But today is a gift », mais aujourd'hui est un cadeau. That's why they call it the present. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Voilà. Merci beaucoup. Je prends toutes les questions qui arrivent, si je peux y répondre. Y a-t-il des questions? Ah, en haut. Je monte vite. Alors, je crois qu'il y a une dame là-haut. Oui. Oui. Hello. Vous m'entendez là? Oui. Alors, est-ce qu'il y a des rythmes qui stressent les gens, voire qui les rendent fous? On a parlé du rythme de la valse qui rend les gens heureux. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des rythmes qui sont insupportables? Alors, notre société occidentale est très, je dirais, arythmique. On s'est vraiment déconnecté des rythmes. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une véritable... comment dire, une grille des rythmes qui rendent fou, sinon, bien entendu, les militaires s'en seraient servis depuis très longtemps. Mais je pense qu'il y a, pour accompagner la journée, dans toutes les sociétés traditionnelles dans le monde, eh bien, des musiques. Il y a, je parlais des aborigènes tout à l'heure, ils ont des chants qui leur servent en fait de GPS. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent marcher au nord pendant 5 couplets, ils font 2 refrains au sud, et puis ils referont 3 couplets à l'ouest, et c'est ça qui définit la cartographie de leur déplacement. Donc la musique et les rythmes ont toutes sortes d'utilisations rituelles et ont également, comment dire, si je joue au piano cette phrase-ci, tout le monde pense mariage. Voilà. Eh bien, ça c'est un cas parmi 500 musiques traditionnelles, que ce soit en Afrique, en Asie, qui ont une signification sociale. Elles correspondent à un moment de la vie. Alors, on a, nous, un rapport à la musique qui est beaucoup plus utilitariste, c'est-à-dire, je me réveille, je mets un disque, up-tempo, alors je sais pas quoi, du Ted Nugent ou je sais pas quoi, pour justement pour accélérer mon rythme cardiaque. Je suis trop énervé, je vais me mettre une balade de Bill Evans pour pouvoir me calmer. Alors je pense que il n'y a pas dans l'absolu des rythmes qui soient nocifs ou bénéfiques. Je pense qu'il y a un rapport de l'être humain dans son temps biologique et dans sa présence, enfin dans le temps T dans la vie où il se trouve, le moment
de sa vie où il se trouve, où il sera plus ou moins réactif par rapport à un rythme. Alors effectivement, le rythme peut emmener toute une armée au massacre. La Marseillaise, allons enfants de la paix, et hop, et on y va. Et donc, je dirais que dans l'absolu, encore une fois, il n'y a pas de rythme qui soit bénéfique ou maléfique, mais je pense qu'en fonction de nos émotions, eh bien, nous utilisons ici le rythme pour nous mettre dans des états émotionnels différents. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui. Bonsoir, merci pour votre exposé. Pourquoi vous avez choisi le jazz? Est-ce que c'est lié à votre biologie? J'ai l'habitude de dire que c'est le jazz qui m'a choisi. C'est pas du tout. On n'écoutait pas de jazz chez moi. J'ai entendu quand j'avais 7 ans un album d'Oscar Peterson, du trio d'Oscar Peterson, et j'ai trouvé que c'était juste la plus belle musique du monde. Ça a été le véritable coup de foudre amoureux, quoi. C'est-à-dire que c'était parfait, je voulais absolument tout savoir de cette musique, je voulais tout jouer, tout acheter, tout entendre, et progressivement, j'ai découvert cette musique. C'est absolument pas une démarche réfléchie, et à ce titre-là, c'est très drôle parce que moi, j'ai toujours été fasciné par le fait que j'ai entendu une fois en Géorgie un petit môme qui jouait du piano, il avait 12 ans, et il jouait vraiment comme Keith Jarrett. Mais pas simplement la technique, les idées, mais la façon dont il jouait de la musique, c'est-à-dire qu'il avait, il avait compris tout ce qu'il y avait à comprendre, mais en plus, il avait compris les règles du jeu, et il jouait, mais vraiment comme un grand homme. En Géorgie, à 12 ans. C'est absolument inexplicable. Pourquoi est-ce qu'en Chine naît sans doute toutes les heures un enfant qui va jouer du Jean-Sébastien Bach comme une bestiace à l'âge de 12 ans? Pourquoi? C'est très étrange. Pour moi, c'est vraiment connecté à la mystique de la musique qui fait que la seule explication que je trouve, c'est sociologiquement, c'est, vous savez, les contes de fées avec la fée qui se mange sur le berceau. Je pense qu'effectivement, chaque enfant qui naît a une fée qui se penche sur son berceau, c'est-à-dire un don particulier de connexion avec la musique, la peinture, la boulangerie, le crime, quel que soit le domaine concerné. Je pense que chaque enfant a une espèce d'ouverture cosmique à quelque chose dont il comprend immédiatement les règles. Et la musique, quand on tombe sur des petits génies, on se rend compte que ces gens-là, Mozart était quelqu'un qui était, à mon avis, ou Thelonious Monk, qui était habité par la musique, c'est-à-dire ça arrivait de là-haut, d'une telle force que c'était insupportable pour eux. Ce sont juste des antennes qui recrachent tout ce qui leur tombe dessus, quoi. Mais comment dire, il n'y a presque plus d'état conscient dans ces cas-là, dans le cas de ces gens-là. Ils débordent littéralement d'une musique qui leur arrive par au-dessus, quoi. C'est pas du tout une démarche rationnelle. Ils sont pas en train de faire des équations et de se demander comment la mesure va tomber juste. Ils sont vraiment habités par quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et très sincèrement, c'est pas une situation enviable. Oui. Oui, je suis frappé par le contraste que je perçois, probablement à tort, entre votre capacité remarquable d'une présentation pédagogique et rationalisée de la musique dans le découpage du temps d'une façon très lucide et rationnelle. Et puis ce que vous avez dit d'autre part, qui vous a amené à choisir cette profession, parce que c'est un choix existentiel pour vous, et donc on est du côté du biologique, d'une cohabitation du corps avec le rythme, avec les sonorités, et qui, semble-t-il, est un but pour votre vie le plus extraordinaire que vous pouviez envisager. Puis vous venez de dire que ça peut être très, très souffrant.
Ça, c'est le cas extrême, je dirais, où on est vraiment baigné d'une force qui est plus forte. Moi, je n'ai pas du tout cette prétention-là. Et puis surtout, c'est un petit filet qui est intermittent. Il m'arrive d'être fatigué ou de mauvaise humeur ou de je sais pas quoi, d'avoir trop bu ou pas assez mangé. Et je suis un petit peu sur les nerfs et j'ai du mal à me connecter justement à la circularité du temps. Ce n'est pas un état constant. Chez les immenses musiciens, c'est un état constant. Ils sont toujours dedans. Moi, je dirais que à chaque fois, il faut remettre le couvert, n'est-ce pas? Mais effectivement, c'est pour ça que j'ai commencé cette causerie en parlant d'un champ de bataille. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux dimensions. Il y a une dimension spirituelle qui est verticale et une dimension horizontale qui est juste, je dirais, rationnelle, scientifique et linéaire. Voilà. Grand merci pour cet exposé assez fantastique qui ne me surprend pas parce que j'ai lu le bouquin et Fou du son qui est tout à fait extraordinaire. Moi j'ai deux questions. La première c'est, moi je suis un grand fan de musique indienne aussi et effectivement en musique indienne le jeu rythmique est extraordinairement élaboré mais absolument pas ni l'harmonie ni la polyphonie. Alors est-ce qu'on est forcé de choisir? Ou est-ce que quelqu'un a pris les deux, c'est-à-dire de faire des rythmiques aussi, des développements rythmiques aussi intello, quelque part aussi que la musique indienne, et des développements harmoniques, ou est-ce que c'est exclusif? Est-ce qu'on arrive à faire les deux ou pas? C'est-à-dire là, on parle effectivement de cultures différentes et qui vont... c'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'admire énormément la musique indienne qui a un sens... C'est-à-dire que nous, on a la musique classique, et puis la musique moderne, quoi. Et les deux, ça n'a rien à voir, quoi. Les Indiens ont une musique qui est vieille de 4000 ans. On commence, je me rappelle, j'avais discuté avec un batteur américain qui prenait des cours de musique indienne. Et la première année, il devenait fou parce qu'il ne comprenait rien et il demandait à son professeur oui, mais alors, explique-moi, quand il y a 7 dans cette mesure-là et il y a 9 dans cette mesure-là, est-ce qu'on peut les combiner comme ci, comme ça? Et le prof, il lui disait, mais arrête de poser des questions, juste joue les rythmes et ça viendra. J'ai moi-même appris le djembé avec un copain sénégalais. Et donc, je parlais tout à l'heure des différentes parties qui s'imbriquent dans la roue rythmique. Et donc, il m'apprenait une formule, bon, et puis une deuxième. Et puis je disais, bon, bah alors la deuxième, elle se met où? Elle commence sur le deuxième temps, elle commence sur le troisième temps? Et il disait, oui, mais ça voulait dire non, et ça voulait dire, je sais pas et je m'en fous. Parce que à partir du moment où il y avait un appel, eh ben, tout le monde connaissait justement sa place. Et donc, il y a un rapport par rapport à la rationalité de notre expression musicale en Occident qui est très éloigné des autres musiques savantes du monde, où effectivement, on va peut-être plus loin dans l'expression rythmique. Nous, on est vraiment les grands champions de la verticalité harmonique, c'est-à-dire des notes qui sont combinées. Ça nous donne malheureusement cette espèce d'aberration qui est le clavier de piano, c'est-à-dire de la musique coupée en tranches, avec un do et un do dièse, et aucune possibilité de jouer une note entre le do et le do dièse. Et ça, dans toutes les autres musiques du monde, c'est absolument... dans l'instrumentation occidentale, ça, c'est la seule invention. C'est ça qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que, en plus, la distance entre deux notes les plus proches, le demi-ton, c'est énorme comme intervalle. L'oreille entend des intervalles beaucoup plus subtils. Et toutes les musiques du monde sont reposées sur des intervalles beaucoup plus subtils. Sauf que, comme nous, notre spécificité, c'est l'empilement de notes verticales, eh ben, on a besoin de briques très épaisses, n'est-ce pas, pour pouvoir construire ce mur. Si on commence à dealer avec des quarts de ton ou des huitièmes de ton, c'est comme si on essayait de faire un gratte-ciel avec des ardoises, n'est-ce pas, qui sont toutes fines, toutes plates, mais effectivement, quand on les empile, ça ne tient pas. Donc nous, on a construit la rationalité de notre musique autour d'un gros intervalle, une brique très épaisse, grâce à laquelle on peut effectivement commander la verticalité de l'harmonie. Mais effectivement, ça a un prix. C'est la difficulté de trimballer tout ce monde-là en rythme. Et néanmoins, je dois dire que c'est assez réussi comme, comme résultat. Oui.
Eh bien, c'est parti pour la synthèse. Vous nous avez proposé comme titre « Les musiciens sont-ils des faiseurs de temps ?» La réponse, à l'évidence, est oui, mais vous êtes allé beaucoup plus loin finalement que les musiciens. Vous avez même parlé de l'univers tout entier, qui lui-même est musical. Et l'esprit humain est tout petit par rapport à cela, et il se contente de façon artificielle de reproduire cette musique cosmique. Et donc vous avez ainsi quelque part réintroduit la métaphysique, puisque cette vocation de reproduire la musique cosmique mêle à la fois le rationnel et l'irrationnel. Alors vous avez mis d'abord en lumière ce choc des deux dimensions du temps, la dimension linéaire, ce flot continu des événements qui a du sens pour nous, et cette dimension verticale, métaphysique, donc, qui est caractérisée par la répétition, qui rompt notre compréhension du discours et qui peut mettre parfois mal à l'aise. Par exemple, quand on entend un disque rayé. Et en l'occurrence, la musique est un lieu de tension entre ces deux dimensions du temps. Et c'est symbolisé notamment par la portée. Au début de la portée, puisque nous avons deux chiffres qui caractérisent à la fois la hauteur et la durée, nous avons deux chiffres qui caractérisent à la fois le nombre d'unités dans une mesure et l'unité de mesure en tant que telle. Et dans la portée, nous avons la hauteur de la note et la durée qui, elle, est horizontale, la dimension horizontale. Au sein de la partition, l'enchaînement des mesures représente, en l'occurrence, alors je dis représente, on a une spatialisation du temps dans le cas de la portée, représente la répétition. La mesure, vous l'avez dit, c'est un peu l'esprit de la répétition. Là encore, on est dans un discours un peu métaphysique. C'est là où se déploie le temps linéaire. C'est le réceptacle, en quelque sorte, du rythme qui peut être plus ou moins sophistiqué avec les subdivisions dont vous avez parlé. Et d'ailleurs, il y a des rythmes qui sont plus agréables que d'autres, le rythme à 3 temps, plus agréable que celui à 4 temps, mais d'une certaine façon, je dirais, en réponse avec cette gêne que l'on peut avoir dans la répétition des mots, par exemple, la musique elle-même, et c'est un grand mystère peut-être, annihile cette gêne que peut provoquer la répétition. Et vous avez dit également qu'en Occident, la musique est considérée comme un mélange de mélodie, d'harmonie et de rythme, mais avec l'idée que le rythme est séparé des deux autres qualités. Et finalement, vous avez réhabilité l'importance du rythme. Quelque part, il y a une superposition quantique de ces trois qualités de la musique, puisque le rythme n'est pas indépendant de la mélodie et de l'harmonie. Vous avez notamment parlé de l'harmonie du rythme. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce rythme qui est au sein de ces atomes que sont la mesure? Qu'est-ce qui caractérise la répétition? C'est l'imbrication des rythmes, en fait, qui forment donc la répétition. Alors, comment faire pour trouver ces rythmes? Vous avez une vision un peu platonicienne, vous considérez que les rythmes sont déjà présents quelque part dans la nature et que l'homme retrouve ces rythmes par certains moyens, et le jazz est un bon moyen, puisque nous pouvons, grâce à la formation musicale, créer une symbiose entre les différents musiciens, et par un moyen bien caractéristique du jazz, qui est l'improvisation, rechercher plus exactement les différents rythmes qui composent la nature. Donc évidemment, de ce point de vue-là, les jazzmen sont des faiseurs de rythme, sont des faiseurs de temps. Et je terminerai en disant que vous avez fait une analogie donc avec le vivant. Vous avez dit que dans la nature, les sons varient, ils peuvent avoir des fréquences très différentes, mais ils se répètent. Et c'est cela que nous essayons de reproduire dans la musique, la musicalité de l'univers. Ça fait penser évidemment à la théorie des cordes, qui cherche à décrire l'ensemble de l'univers avec des cordes, donc avec cet aspect musical. Tout est rythme, tout évolue en se répétant. Et la répétition, lorsqu'on la reproduit dans la musique, nous élève, elle nous permet d'entrer en transe et quelque part d'entrer en communication, en communion avec la musique du cosmos, avec la musique du tout. Exactement. Merci beaucoup.